Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie, thérapeute énergéticienne et compagnie. Vous avez tous mes services dans le descriptif de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer un certain temps ensemble, un temps certain en tout cas. Je ne sais pas combien de temps durera cette conférence. C'est une conférence qui parle du syndrome du jumeau perdu. Je vous ai déjà publié une vidéo vous parlant de mon témoignage qui est en rapport aussi avec mon lien de flamme jumelle. Et je trouvais ça important de vous faire une conférence entière qui est donc, comment dire, qui va être assez longue, mais qui est tirée du livre justement qui s'appelle « Le syndrome du jumeau perdu ». Donc, j'ai mis beaucoup de temps à faire cette conférence. Donc, c'est pour ça qu'elle sera longue aussi au niveau du diapositif. Donc, voilà, j'espère que vous aurez le temps et la patience de regarder jusqu'au bout si vous vous sentez concerné, parce que c'est vraiment le résumé total du livre « Le syndrome du jumeau perdu ». Donc, pour que ce soit plus simple pour moi pour suivre, je vous ai donc fait un PowerPoint. Donc, je vais partager avec vous mon écran pour que ce soit plus simple pour vous. Voilà, on va attendre un petit peu que le PowerPoint se charge. Ce sera plus simple pour vous aussi de lire et de m'écouter parce que le cerveau est aussi visuel, auditif et autres, sensitif aussi, mais qui vous permettra aussi d'intégrer mieux cette conférence, le fait de voir, d'écouter et de lire. Pourquoi je vous parle de ce syndrome du jumeau perdu? Parce que c'est plus fréquent qu'on ne le pense et je suis concernée par ce syndrome du jumeau perdu. Et pour le reste, je vous invite à écouter la vidéo que je vous ai faite juste avant pour justement présenter cette conférence. Alors, le syndrome du jumeau perdu. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome du jumeau perdu? Dans le cas des grossesses gémellaires, il arrive que l'un des deux embryons arrête de se développer avant le terme et ne survive pas. Le jumeau dit survivant ou rescapé disposera de souvenirs et d'émotions inconscients de cette période douloureuse. Cette expérience douloureuse va justement l'impacter tout le reste de sa vie sans comprendre pourquoi. Je vous ai fait une petite introduction sur comment ça se passe en fait au début. Environ 10% des grossesses sont gémellaires et seul 1% de ces grossesses arrivent seulement à terme. Le syndrome du jumeau perdu correspondrait à un pourcentage allant de 15 à 20% des grossesses. Dans les années 1980, ce sont les Allemands qui commencent à étudier ce sujet un petit peu plus près, mais c'est vraiment la Belgique qui est le plus avancée grâce à du matériel médical très développé dans ce domaine. Et on s'aperçoit par des pratiques non scientifiques comme la kinésiologie, la sophrologie, le FT, le biodécodage et en particulier les constellations familiales, que ces grossesses gémellaires pourraient aller de 50 à 70%. Mais comme c'est des pratiques non scientifiques, elles sont difficiles à prouver. L'un des deux fœtus disparaît le plus souvent dans le premier mois de grossesse ou entre les 6e et 7e semaines de la grossesse. La gémellité passe donc forcément inaperçue par la mère, mais aussi par les échographies qui ne sont réalisées qu'à l'approche de la 9e semaine. À la suite d'interviews avec des médecins, une gémellité aperçue à la première échographie est très peu révélée aux parents pour les protéger d'une perte éventuelle. Ils attendront la 2e échographie pour être sûrs. Parce qu'il faut savoir que le corps n'est pas adapté, en fait, le corps féminin n'est pas adapté à des grossesses gémellaires. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas en fait révélé à la première échographie. Parfois, la gémellité
passe inaperçu car un des deux fœtus est caché par l'autre. Et parfois, dans des cas très rares de grossesse où le jumeau n'a jamais été vu, eh bien, il se présente lors de l'accouchement. Donc, c'est pour ça que les échographies ne sont pas non plus très, fiables. Donc, quels sont les signes pour la mère? Eh bien, malheureusement, il peut y avoir aucun signe quand l'un des fœtus part, surtout dès la première semaine de grossesse. Une légère douleur, une fatigue passagère, ça peut être rien de parlant. Nous verrons par la suite que l'autre fœtus, malgré que le jumeau perdu part très tôt, l'autre fœtus a déjà pris conscience de son jumeau. Il peut y avoir aussi des saignements. C'est souvent lié à la perte d'un jumeau. Ça correspond en fait, ces saignements, à des fausses couches. Donc, dans mon cas, j'ai fait des hémorragies, par exemple. Il peut y avoir aussi de fortes douleurs abdominales qui passent donc inaperçues parce qu'elles sont courtes ou elles ne durent qu'une journée. Mais en fait, c'est la maman qui est en train de perdre un de ses fœtus. Et il peut y avoir, bien sûr, comme je vous l'ai dit, pour mon cas, une hémorragie pendant la grossesse. Donc, dans mon cas, j'ai le syndrome du jumeau perdu dans le sens où je suis un jumeau rescapé, une jumelle rescapée, mais j'ai aussi eu une grossesse gémillaire. Donc, ma fille aussi a le syndrome du jumeau perdu. Donc, il est fort difficile pour la mère d'être certaine d'avoir eu une grossesse gémillaire. Ça passe souvent inaperçu, mais certaines femmes ont des ressentis particuliers, comme des certitudes intuitionnelles pendant ou après la grossesse, mais elles n'en parlent pas. J'ai discuté avec une collègue de ma formation en radiesthésie, en formation pour le pendule, qui, toute sa grossesse, a eu cette intuition d'avoir justement perdu un de ses enfants pendant sa grossesse. Sa fille est née et avec cette intuition qu'elle avait, on verra que l'intuition est très forte chez le jumeau rescapé, eh bien, elle a demandé que son placenta soit étudié et effectivement, elle avait raison, il y avait des traces d'un enfant décédé dans son ventre lorsque sa petite fille est née. Pendant l'accouchement, il peut arriver que le liquide amniotique soit d'une couleur foncée et une odeur désagréable, ce qui expliquerait certains comportements chez les jumeaux rescapés, comme la clairsentience au niveau du nez. Et le nez est en correspondance aussi avec les oreilles, donc une clairaudience aussi développée. Ça a été mon cas, par exemple, quand ma fille est née, j'ai été traitée, déjà ma fille est née à 6 mois, j'ai accouché à 6 mois, et effectivement, elle était baignée dans un liquide amniotique infecté, et ils n'ont jamais su pourquoi mon liquide amniotique était infecté. Et bien aujourd'hui, 47 ans après, je comprends le pourquoi du comment. Donc forcément, le jumeau rescapé a des sensations d'odeur très, très fines. Après l'accouchement, donc le placenta est examiné. Si un des embryons est alors ce n'est pas toujours le cas, ou alors ce n'est pas dit à la maman. Donc, le placenta est examiné. Si un embryon est décédé lors de la grossesse, mais a vécu au moins jusqu'à la 14e semaine, il peut être détecté. Avant, il peut passer inaperçu. Avant cette date, il passe inaperçu tout simplement parce qu'il est absorbé par le placenta ou il s'intègre dans le corps du survivant. Après cette date, si l'embryon vit plus de 20 semaines, il devient alors un fœtus déshydraté et aplati. Et tout ceci est très rarement dit à la mère. Donc, c'est vrai que si si peut-être vous vous reconnaissez dans la conférence ou ce qui va être dit dans cette conférence, il est possible que si vous demandiez à votre maman, elle peut peut-être vous aider ou vous donner des signes, mais peut-être qu'elle n'en aura pas du tout et qu'elle ne pourra pas vous éclairer. Mais il est possible qu'elle puisse le faire, mais c'est rare. Voilà. Dans le cas de ma maman, elle a découvert ma grossesse, elle était à 6 mois de grossesse. Elle était soignée pour des fibros, mais elle avait toujours ses règles. Voilà ce que j'ai pu, moi, tirer de ma maman. Donc, au niveau de la conception et des perceptions, en fait, de l'embryon.
Il faut savoir que dans le ventre de la maman, ce sont les oreilles à la première semaine après la fécondation qui se développent en premier. Donc l'embryon perçoit et écoute le son du corps lié à la mère et ceux de l'extérieur. Et donc il entend aussi son jumeau. À la 3e semaine, l'embryon a déjà une tête et une queue. Les bras et les jambes apparaissent à la fin du 1er mois. Il a donc maintenant la possibilité de faire démarrer son système nerveux. C'est seulement au 23e jour après la fécondation que le cœur commence à pomper du sang. Cet organe sera complètement développé 2 mois après la conception. C'est aussi à ce moment-là que les yeux s'ouvrent et se refermeront à la 6e semaine et rouvriront dans les 2 derniers mois de la grossesse. Cependant, avant, il perçoit à travers ses paupières closes les variations de la lumière et des mouvements. Donc, cette partie est très importante parce qu'en sachant que ce sont les oreilles qui apparaissent en premier, on sait que déjà l'audition, il entend déjà avant que son cœur se mette à battre. Et donc, il commence à voir au bout de la 6e semaine, en tout cas, il commence à percevoir des choses, donc à percevoir aussi des mouvements de son jumeau, s'il est encore là à la 6e semaine. Les jumeaux vivent ensemble. Oui, en effet, les jumeaux vivent ensemble dans l'utérus de la maman. Les jumeaux entendent le cœur de l'autre plus fort et plus proche que celui de la mère. Toutes les informations qu'ils reçoivent se stockent dans les cellules avant d'être stockées dans les neurones et le cerveau. Et c'est pour ça que les médecins refusent cela, car pour eux, le cerveau et les neurones sont la seule mémoire. Ils refutent les mémoires corporelles, émotionnelles et cellulaires. Et pourtant, elles existent. Ces mémoires inconscientes restent en effet dans le cerveau du jumeau survivant ou rescapé. Le jumeau survivant est donc réellement capable de percevoir très tôt la présence de l'autre au sein du ventre de la mère, au travers notamment des battements de son cœur, indépendamment du sien. Il peut recevoir sa présence aussi par ses perceptions énergétiques. Il ressent l'énergétique et l'énergie de l'autre. Les jumeaux sont donc très conscients l'un de l'autre et un amour très profond entre eux naît. Ils peuvent même jouer ensemble dans le ventre de leur mère. Le jumeau survivant rescapé, donc si vous vous sentez concerné, c'est comme ça qu'on vous appelle. Dans l'utérus, tout s'inscrit dans l'ADN. Le jumeau survivant ressent et entend le cœur de l'autre battre, puis plus rien. Il perçoit son énergie, puis la sent disparaître. C'est alors le choc. Il se sent impuissant à lui venir en aide. À ce moment, pour le jumeau survivant, inconscient, c'est la fin du monde. Excusez-moi si j'ai de l'émotion aussi pendant cette conférence, puisque je baigne dans ce syndrome. Et ça ne fait pas très longtemps que j'ai appris ce syndrome du jumeau rescapé. On est aujourd'hui le 6 septembre 2021. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais j'ai appris ce syndrome du jumeau perdu au mois de mai 2021. Mais bien avant d'apprendre qu'on a ce syndrome du jumeau perdu, il y a déjà un choc dans le ventre de la maman et on se sent impuissant de ne pas pouvoir lui venir en aide. À ce moment, pour le jumeau survivant, inconscient, c'est la fin du monde. Donc, ces souvenirs, quelle que soit leur origine, imprégneront durablement la conscience, puis l'inconscient de l'enfant à naître, c'est-à-dire du rescapé. Alors, je vais faire une petite pause pour vous dire attention. Ce qui vient d'être dit et ce qui va suivre est tiré, donc, comme je vous l'ai dit au début, du livre « Le syndrome du jumeau perdu » d'Alfred et de Bettina Ostermann.
Ils étudient ce syndrome du jumeau perdu depuis plus de 20 ans, avec des témoignages et en collaboration avec des médecins, des gynécologues et des sages-femmes. Ils sont spécialisés dans l'aide thérapeutique par le biais de constellations familiales, entre autres. Leur travail, même si les techniques continuent de se développer, manque encore de preuves scientifiques, mais des études sont approfondies par des scientifiques et l'on verra plus bas que les études faites entre de vrais jumeaux aident justement à la compréhension du jumeau rescapé. Donc, les éléments abordés sont à prendre au cas par cas. Faites vraiment confiance à vos sensations dans ce que vous allez entendre par la suite. Le jumeau rescapé, le choc, les ressentis. Il panique quand le jumeau décède dans le ventre de la maman. Il panique, il donne des coups de pied pour s'éloigner de son jumeau ou pour essayer de le réanimer. Il ressent le changement du goût du liquide amniotique. Et quand j'ai lu ça, j'ai vraiment compris pourquoi ma fille tapait à la porte pour sortir à 6 mois au lieu d'attendre les 9 mois. Il se sent seul, forcément. À la naissance, il oublie, bien sûr, mais le souvenir reste dans la mémoire corporelle et émotionnelle, comme nous l'avons vu au début. Le survivant est en deuil avant sa naissance et le restera toute sa vie, car c'est inscrit dans son inconscient et dans ses mémoires corporelles et émotionnelles. Au niveau des symptômes physiques, quand le jumeau s'intègre dans le corps du survivant, c'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure, il peut disparaître dans le placenta ou il peut s'incorporer dans le jumeau survivant. Et quand il s'intègre dans le corps du survivant, quelques cellules du jumeau décédé continuent de se développer dans le jumeau survivant. Il a été retrouvé lors d'opérations de kystes ou d'ulcères des tissus justement capillaires ou dentaires. Donc ça, c'est prouvé par contre. Personnellement, j'ai été opérée de 2 endométrioses. Si j'avais connu ça avant, je leur aurais demandé beaucoup plus de détails sur ce qu'ils ont trouvé lors ce qu'ils m'ont fait les 2 célioscopies. Donc, pourquoi on retrouve ce genre de tissu capillaire ou dentaire dans des jumeaux survivants? C'est dû à l'échange qui circule par le cordon ombilical jusqu'au placenta. Donc, il y a l'échange de globules blancs, de globules rouges, mais aussi de peau, de cheveux, d'eau et de moelle épinière. Cette problématique arrive lorsque la cellule en question, c'est-à-dire la dent ou le cheveu ou peu importe, ne se développe pas au bon endroit chez l'autre fœtus. Donc, ça se déplace chez le jumeau survivant. Donc, chez le jumeau rescapé, on peut voir beaucoup de problèmes de kystes qui peuvent être récurrents chez des jumeaux survivants tant qu'il n'aura pas pris conscience du syndrome du jumeau perdu. Il n'est pas systématique que l'on retrouve des cellules du jumeau perdu. Cela arrive que dans certains cas, lorsque le jumeau perdu est intégré par le survivant. D'accord ? Il peut être ou bien intégré par le placenta ou bien intégré par le survivant. Les kystes peuvent se placer sur tout le corps, mais le plus souvent au niveau du bassin. Donc, problème gynécologique, comme je vous ai parlé pour mon cas, et autour du sacrum. Il peut aussi y avoir des douleurs thoraciques ou des douleurs de cœur inexpliquées. Donc ça, c'est dû à la blessure de séparation avec son jumeau. Il peut aussi y avoir des douleurs corporelles chroniques. C'est le jumeau rescapé, en fait, comment je pourrais vous expliquer ça, crée ces douleurs chroniques pour ressentir son corps, pour se sentir vivant. Mais c'est aussi pour se punir d'être vivant. Mais c'est aussi inconsciemment le fait de se dire dans son corps de ne pas avoir assez de place pour 2. Donc le corps est en souffrance parce que ce corps physique du jumeau rescapé essaye d'être plus grand et d'intégrer le jumeau disparu, et forcément ça fait mal parce que il n'y a pas de place pour 2 dans un seul corps physique.
Et c'est tout simplement parce que le jumeau perdu, inconsciemment, ou le jumeau survivant ou le jumeau rescapé, excusez-moi, inconsciemment ne veut pas laisser partir l'autre. Et donc se crée des douleurs comme ça chroniques. Il y a beaucoup de dualité chez un jumeau rescapé. Il peut y avoir de l'anorexie ou au contraire de la boulimie. Le survivant mange pour deux ou refuse de se nourrir par culpabilité d'avoir trop mangé dans l'utérus et avoir laissé l'autre mourir de faim. Il peut y avoir aussi en dualité des difficultés à avoir des enfants ou une addiction aux grossesses. J'ai vu des témoignages sur ce syndrome où une femme était le meilleur moment où elle était bien, où elle avait un bien-être, c'était quand elle était enceinte. Donc, en fait, elle a fait beaucoup d'enfants. Il y a aussi des problèmes d'audition et de la vision. Donc, ça, c'est dû à ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le sens où ce sont les oreilles qui se développent en premier et aussi le fait que les paupières soient aussi développées et qu'ils aient donc des visions. Donc, il peut y avoir aussi des problèmes d'audition et de la vision chez le jumeau perdu, chez le jumeau rescapé, mais aussi de la colonne vertébrale, donc beaucoup de scoliose. Il peut y avoir aussi des migraines chroniques chez les jumeaux rescapés, et là, on ferait un parallèle avec le langage des oiseaux, c'est-à-dire mi-graine, la moitié d'une graine. Comment nous découvrons que nous avons un jumeau perdu? Moi, je ne vais pas vous expliquer comment je l'ai découvert parce que je vous l'explique dans une autre vidéo, mais souvent, lors d'une longue thérapie, souvent les jumeaux rescapés ont fait des longues thérapies et ont fait une analyse de comportement. Personnellement, dans ma clientèle, j'ai 3 personnes qui ont le syndrome du jumeau perdu. Et comment j'ai ouvert les yeux sur ce syndrome du jumeau perdu? Eh bien, c'est parce que j'ai été concernée, j'ai étudié la chose, je suis thérapeute et dans ce qu'elle me disait, c'était gros comme le nez au milieu de la figure. Et pour 2 d'entre elles, ça s'est confirmé par le travail sur des vies antérieures avec le pendule, avec la radiesthésie. Donc, c'est souvent lors de thérapie que l'on découvre que l'on est jumeau perdu. On a ce syndrome en tout cas. Souvent, on découvre ce syndrome lors d'un deuil. Donc, pour moi, ça a été le cas. Mon papa est décédé le 7 avril 2021 et j'ai découvert que j'étais atteinte de ce syndrome du jumeau perdu en mai. Ça peut être lors d'un deuil d'un proche ou d'un animal. Ça peut être aussi lors d'une séparation très douloureuse, une séparation de couple, une séparation, une perte de travail, un enfant qui quitte le domicile, en tout cas, ou une coupure amicale. C'est quelque chose de très douloureux qu'on est en train de vivre et pof, on nous rajoute une couche, en gros, entre, bah tiens, tu as peut-être le syndrome du jumeau perdu. Donc là, c'est souvent dans ces moments-là qu'on découvre ce syndrome. Lors d'un deuil, c'est 2 deuils en même temps à faire et cela est parfois impossible pour le survivant. Il pourra alors se couper de toutes émotions pour ne plus souffrir. Donc, je peux vous dire que quand j'ai appris ça, alors que mon papa venait de décéder, ça a été juste une souffrance horrible à vivre. Donc, pour le jumeau rescapé, inconsciemment, séparation et deuil, c'est égal à angoisse de mort revécue. Cette mort vécue dans l'utérus. C'est lorsque le système émotionnel est touché, en fait, puisqu'on a bien vu au début que c'était des mémoires émotionnelles. Une amitié ou une relation fusionnelle, même courte, peut, alors je dis nous, ou des fois je dis pas, mais vous avez bien compris que je suis concernée, mais parfois ces relations fusionnelles en amitié ou en amour, eh bien, elles nous servent d'appui. Celui que nous avions avec notre jumeau, en fait, dans le ventre de la maman. Petit, nous trouvons des moyens d'adaptation, et le deuil ou la séparation, eh ben, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien de ce souvenir puisque nous essayons de nous adapter au maximum. Ce phénomène du syndrome du jumeau perdu amène au besoin de fusion constante ou au contraire, et ça fait aussi partie des dualités chez le rescapé, de l'antifusion. On verra beaucoup de dualités chez le survivant, justement. La fusion, elle est due à la peur de l'abandon ou du rejet. Elle se passe chez le survivant, il se passe comme un phénomène d'attraction et de répulsion constante dans leur relation amicale ou amoureuse. Donc, si vous me suivez en tant que flamme jumelle, ça peut peut-être aussi vous parler. Le jumeau survivant, il peut avoir très peu de relations amoureuses, mais beaucoup d'amis. Ça amoindrit en fait sa peine de la séparation. Et du coup, il va refuser toute fusion. Ou au contraire, il peut avoir peu d'amis et avoir un fort besoin de fusion dans le couple. Et là, on parle de dépendance affective. Certains préfèrent vivre en couple, mais pas sous le même toit. Donc là, on a le besoin de solitude et peur de réveiller la blessure d'abandon ou de rejet chez le jumeau rescapé. Il y a des comportements et des dysfonctionnements. Donc là, j'ai listé tout ce que j'ai pu trouver dans le livre. Donc, si vous êtes un jumeau rescapé, alors ce n'est pas parce que vous avez tout ce que je vais annoncer là que vous êtes un jumeau rescapé. Voilà, faites bien attention et écoutez bien vos ressentis. C'est-à-dire que pour le premier, hypersensibilité, ce n'est pas parce que vous êtes hypersensible que vous avez le syndrome du jumeau perdu. D'accord ? Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas hypersensible que vous n'avez pas non plus le syndrome du jumeau perdu. C'est juste une liste qui apparaît fréquemment à 90% dans le comportement et le dysfonctionnement des jumeaux rescapés survivants. Donc, on voit une hypersensibilité chez les survivants, la possibilité d'abus, d'inceste ou de violence à l'école en tant qu'enfant, des sensations de persécution, des tremblements, la tachycardie, de l'hyperactivité. C'est des personnes qui, en tant qu'enfants, ont des amis imaginaires parce qu'ils parlent à leurs jumeaux, tout simplement, perdus. Souvent, les jumeaux rescapés survivants ne se sentent pas à leur place dans ce monde ou dans leur famille. Ils se sentent différents, ils manquent d'estime de soi, ils ont le dégoût de soi-même ou voire du partenaire. Ils ont des rêves de meurtre, alors pas fréquents, mais ça peut arriver c'est assez récurrent. Pour eux, leur vie, elle est illégitime. Pour eux, ils ne méritent pas de vivre. Ils ont aussi, chez certains, des difficultés à réussir dans la vie. C'est-à-dire qu'ils ne se donnent pas l'autorisation de réussir par respect pour l'autre, en fait. Mais c'est inconscient, tout ça. Souvent, ils se limitent de peur d'oublier l'autre. C'est-à-dire que voilà, je ne vais surtout pas réussir parce que si je réussis, ça veut dire que ça se fait pas vis-à-vis de l'autre. C'est un petit peu quand on perd quelqu'un. Voilà, des fois, moi quand j'ai perdu mon papa, je me disais mais j'ai pas le droit de passer des bons moments parce que ça veut dire que je suis heureuse alors que lui il est décédé. C'est un petit peu le même principe et ça se ressent beaucoup dans le professionnel. Donc on s'empêche de briller, de réussir par peur de trahir l'autre. Le manque de l'autre est tellement insupportable que le jumeau rescapé a du mal à se faire plaisir dans la vie et du coup à trouver ses besoins. Mais pendant des années, ça a été mon cas et ça l'est encore un petit peu aujourd'hui, beaucoup moins. Une partie de lui veut rejoindre l'autre. On verra un petit peu plus loin ce côté justement de mort que j'ai mis là entre parenthèses. Pour certains jumeaux survivants, la vie, elle n'a pas de sens. Il y a beaucoup de perte d'enthousiasme. Mais pourquoi je vis? Mais pourquoi je me lève le matin? Le jumeau survivant a une grande culpabilité. Il se sent responsable de la mort de son jumeau inconsciemment.
Donc, il croit avoir eu plus de chances que lui de vivre. Il pense avoir pris sa place, même parfois. Il croit l'avoir tué. Il croit ne pas avoir pu le sauver. Donc, beaucoup de jumeaux rescapés, survivants, ont le syndrome du sauveur. Et on le verra plus loin que ça se répercute justement sur le métier. Il se sent coupable de tout le temps, en fait. Donc, le survivant est fréquemment dans l'autosabotage. Il n'a pas la force de faire les choses. Le moindre défi quotidien peut devenir pour lui un problème. Le survivant est bourré d'angoisse, d'inquiétude constante, crise de panique, agoraphobie. Une recherche constante de l'autre, de sa moitié, pour retrouver justement cette fusion sans savoir ce qu'il cherche quelque part. Mais il sent qu'il manque, il sent qu'il est incomplet. Il manque quelque chose à l'intérieur de lui, mais il ne sait pas quoi. Donc, il y a un besoin ou un sentiment d'être toujours en compétition aussi. La vie professionnelle est parfois difficile pour un jumeau rescapé, en compétition par rapport à son jumeau, effectivement, et on le voit parfois, ça c'est des études qui ont été faites aussi par le biais de vrais jumeaux vivants, qui sont parfois en compétition ou qui sont très fusionnels. Donc, il y a besoin parfois de ce sentiment d'être toujours en compétition avec une autre personne. Donc, c'est des personnes, les jumeaux rescapés, qui ont parfois tendance à se comparer énormément. C'est des personnes qui sont souvent dans la mélancolie aussi, avec des états dépressifs depuis l'enfance ou alors une tendance dépressive. C'est pour ça qu'il y a chez des jumeaux survivants de longues thérapies. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il ne se sent pas bien sans savoir pourquoi. Il est nostalgique, il ne sait pas pourquoi. Et en plus de ces angoisses, agoraphobie, tout ça, eh bien, il ressent un vide en lui qui crée des vertiges. Vous savez, quand on est au bord d'une falaise, on va tomber dans le vide et forcément, on a des vertiges. Et bien, c'est la même sensation que peut ressentir aussi fréquemment un jumeau rescapé ou survivant. Il est très dans la solitude. Il peut avoir tendance à s'isoler, se renfermer sur lui-même, se sentir seul en permanence. Même s'il est en compagnie de quelqu'un, il peut se sentir seul. Il a un fort sentiment de manque de quoi il ne sait pas. Donc forcément, il va être dans l'addiction, de remplacement, voire dans l'autodestruction. Donc l'addiction, ça peut être alimentaire, toxique, enfin la cigarette, la drogue, ça peut être le sport, ça peut être plein de choses. Hein. Mais en tout cas, il a besoin de remplir ce manque par une addiction, de remplacer ce manque par une addiction et voire de s'autodétruire. Il a une peur de la mort omniprésente, forcément, puisqu'il a vécu la mort en face dans l'utérus de la maman. Il a parfois peur de dormir dans le noir parce que ça lui rappelle effectivement sa vie dans l'utérus de la maman. Il y a aussi des comportements un peu particuliers. Je voulais vous prendre des photos de certains endroits de mon appartement et puis j'ai pas pris le temps de le faire. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est dingue. Le survivant achète en double ou en triple. C'est parce qu'il peut y avoir aussi des triplés. Vous pouvez avoir perdu 2 jumeaux, c'est possible. C'est le cas d'une de mes patientes et je pense fortement que c'est mon cas aussi. Donc, on achète en double, en triple, sans savoir pourquoi. Et puis, le jour où on découvre le syndrome, on comprend, on comprend pourquoi. Bon. On fait aussi attention à la disposition des objets, c'est-à-dire qu'on aime que tout soit symétrique. Alors ça, pour moi, ça a toujours été. Et je peux vous dire que j'avais une collection de Bouddhas. Si quelqu'un avait touché un de mes Bouddhas, je le voyais tout de suite. Hein. Donc, bon, on a besoin de ça. On a le sentiment parfois, alors quand je dis on, c'est le jumeau rescapé, le jumeau survivant. Alors je vais dire ils ont parfois le sentiment de vivre les choses à moitié ou alors de faire les choses pour deux. Souvent, les jumeaux rescapés tiennent un journal intime, c'est-à-dire en fait parlent à l'autre. Je ne sais pas si ça vous parle. Si vous connaissez ma chaîne YouTube a commencé par mes journaux intimes. Parenthèse.
Donc là, j'en reviens à cette histoire de mort que j'avais mis en parenthèse tout à l'heure. Le jumeau rescapé, il a un pied dans la vie et l'autre dans la mort. Il a la nostalgie de la mort de l'autre, donc il peut avoir des envies suicidaires. Mais il peut être aussi addict à des activités qui frôlent la mort, des activités très dangereuses, le saut à l'élastique, le saut en parachute, ce genre de trucs où normalement on n'est pas censé mourir, hein, mais voilà, où ils vont sentir qu'ils sont au bord de la mort. Ils ont par extrapolation une force aussi vitale très importante parce qu'ils ont vraiment cette envie de mourir, mais cette envie très forte de mourir et cette envie très forte de rester en vie. Donc là aussi, on retrouve une dualité. Donc le jumeau rescapé recherche tout le temps l'unicité. Et donc, il est en constante dualité. On l'a vu par certains exemples. Il a des difficultés à faire des choix. Donc, certains aiment la plongée sous-marine ou les bains chauds parce que ça rappelle justement la vie utérine. Quand j'ai pris cet appartement, moi là, et que j'ai vu que je n'avais pas de baignoire, c'était presque limite, j'allais refuser l'appartement parce qu'il n'y avait pas de baignoire. Enfin, vous voyez à quel point ça peut être très prenant dans des exemples de vie. Aujourd'hui, je comprends. Bon, j'ai pris l'appartement quand même, mais tous les jours, je suis frustrée de ne pas avoir de baignoire parce que, eh bien, quelque part, ça rappelait effectivement cette vie utérine que j'ai eue avec mon ou mes jumeaux. Donc, j'insiste énormément sur cette phrase. Tout le monde ne souffre pas de la même manière d'avoir perdu son jumeau. Tout dépend combien de temps il a vécu avec vous dans le ventre de votre maman. Tout dépend quelle relation vous avez eue avec votre jumeau et combien de temps surtout. Donc, tout le monde ne souffre pas de la même manière d'avoir perdu son jumeau. C'est pour ça que là, je vous fais une liste, mais vous pouvez ne pas avoir tous les symptômes ou ne pas vous reconnaître dans tout. Tout dépend comment vous le vivez. Ça se trouve, même en ayant le syndrome du jumeau perdu, vous n'en souffrez pas. D'accord ? C'est rare, mais bon, ça existe. Donc, au niveau du relationnel, effectivement, on retrouve la blessure d'abandon, donc cette recherche de fusion constante, cette recherche de l'engagement chez l'autre, la dépendance affective, du mal à lâcher l'autre, que ce soit amoureusement parlant ou amicalement parlant, ou même au niveau du travail, sensation de ne pas pouvoir vivre sans l'autre. Besoin d'être en contact tactile, ça on verra qu'il y a aussi le contraire. Donc on peut être très tactile, c'est-à-dire qu'on peut être pot de colle, comme je le marque entre parenthèses, pot de colle avec certaines personnes, mais on peut aussi contrairement attirer des personnes qui sont justement pot de colle avec nous, qui ne nous lâchent pas. Et ça peut être très fatigant quand on est dans un état d'esprit d'isolement, de besoin de solitude. Donc, il y a ce besoin d'être en contact tactile ou de ne pas l'être. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin dans la conférence. Donc, dans cette blessure d'abandon, il y a aussi une affection excessive aux animaux, aux plantes, parce que, eh bien, quelque part, ils remplacent ce jumeau perdu. C'est des relations très complexes, les personnes qui ont la blessure d'abandon et en plus le syndrome du jumeau perdu, parce que ces personnes-là sont souvent déçues par l'autre. Le partenaire n'apporte pas ce qu'il veut ou ce qu'il souhaite au jumeau rescapé, parce que l'autre ne peut pas justement compléter et remplacer ce jumeau inconsciemment. Il ne peut pas le faire, c'est juste impossible. Donc, forcément, le partenaire n'est jamais assez bien et on est déçu. Au niveau de la blessure de rejet, effectivement, là, c'est le contraire. Donc, on retrouve aussi une dualité dans les blessures de l'âme. Lorsque le jumeau rescapé, le jumeau survivant détient la blessure de rejet, et c'est pour ça que parfois, chez certaines personnes, il est difficile de savoir si la blessure de rejet
est prédominante ou si c'est la blessure d'abandon, parce que parfois il y a les deux. Et parfois, il peut y avoir une blessure d'abandon en début de vie et puis se transformer en blessure de rejet vers 40, 50 ans. C'est des comportements qui changent par rapport à la blessure qui se réveille. Donc, pour les personnes, les survivants qui ont la blessure de rejet plus prédominante, à un certain moment de leur vie, vont rejeter justement la fusion par peur justement de cette séparation vécue dans le corps, justement, dans l'utérus. Donc, forcément, peur de l'engagement quand on a la blessure de rejet. Difficulté à être tactile à ce moment-là ou à être touché. Donc là, on est dans le contraire, effectivement, de la blessure d'abandon. Donc, c'est un jumeau survivant, dans ce cas-là, qui va fuir le contact physique. Il met vite fin à des relations, ne s'attache pas. Il prend des décisions à l'improviste ou change ses rendez-vous à la dernière minute parce qu'il a peur de cet engagement. Il attire des personnes en dépendance affective, contrairement à la personne qui est justement avec la blessure d'abandon, qui lui recherche cette fusion et qui est dans la dépendance affective. Une personne qui a la blessure de rejet, un survivant qui baigne dans sa blessure de rejet, va justement attirer à lui des personnes en dépendance affective et qui vont justement le coller tout le temps. Voilà, donc c'est où on baigne dans la blessure d'abandon et on colle tout le temps l'autre et on ne lâche pas l'autre, ou alors c'est le contraire et on attire justement des pots de colle. Et tout ça, eh bien, c'est tout simplement pour lui rappeler la relation avec son jumeau perdu. Donc, il a des difficultés à être tactile et à être touché corporellement. Hein. Je ne parle pas touché au niveau émotionnel, même si c'est le cas, mais en tout cas, touché corporellement, pour lui, c'est très difficile. Au niveau de la relation de couple, donc on en a plus ou moins un peu parlé, mais il y a aussi la recherche de l'autre constante dans ces relations de couple. Donc, la conséquence dévastatrice pour le survivant, pour le jumeau survivant, qui est dans une quête perdue d'avance, jusqu'à la prise de conscience qu'en fait, il est en train de chercher un jumeau décédé. Et c'est là que les conséquences sont dévastatrices parce qu'on est souvent déçu par nos relations amoureuses. On vit dans l'illusion que ça peut être beau, qu'on va retrouver l'autre inconsciemment, et on vit aussi dans la déception, comme je vous l'ai dit, parce que l'autre ne peut pas remplacer le jumeau. Et donc, dans des relations, on vit de très fortes souffrances. Le jumeau survivant peut être jaloux et peut avoir peur de perdre l'autre, en fait. Ça, c'est pareil, c'est un souvenir de la perte du jumeau, elle est trop souffrante. C'est comme si le survivant disait à son compagnon, bah, si tu pars, je meurs. Donc, je fais mon possible pour ne pas mourir aussi. Le jumeau survivant est dans la recherche de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il ferait n'importe quoi pour garder l'autre, pour ne pas perdre l'autre, comme il a pu le faire dans le ventre de la maman. Certains survivants ne s'autorisent plus à l'amour et choisissent de vivre solitaire. Donc là, c'est pareil, il y a une dualité chez le survivant selon comment on vit ce syndrome. Donc, certains ne s'autorisent même plus à l'amour parce que ça fait trop mal et donc préfèrent vivre en solitaire. Lors d'une séparation, le jumeau a le sentiment profond qu'il va mourir, qu'il ne pourra pas ou plus survivre sans l'autre, sans son compagnon. Ça amène à de fortes réactions physiques, tremblements, vomissements, etc. Et pour moi, c'est du vécu. Donc, on a vu qu'il y avait des dualités en amour, bien sûr, mais il y a aussi des dualités en alimentation, c'est-à-dire anorexie ou boulimie, en sexualité aussi, puisque certains aiment être touchés, d'autres ne peuvent pas. Il y a aussi des dualités en argent, c'est-à-dire qu'on va ou travailler pour deux, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent, parce qu'inconsciemment, il faut avoir de l'argent pour deux. Ou alors on ne s'autorise pas à briller et on est en échec professionnel constamment et on ne s'autorise pas à gagner de l'argent parce que c'est une sorte d'infidélité envers notre jumeau perdu. Donc beaucoup de dualité chez les jumeaux rescapés ou vivants.
Donc là, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, le jumeau survivant rescapé développe des capacités qui entraînent aussi certains métiers où on retrouve des jumeaux perdus. Donc le jumeau rescapé a beaucoup d'intuition, a une intuition très développée ou alors qui se développera dans le cours de sa vie. Il peut aussi avoir une médiumnité développée, voire l'invisible. Eh bien ça, pour moi, ça s'est développé il y a quelques années, mais je pense que c'était là bien plus tôt. Seulement, voilà, je n'étais pas consciente de tout ça, mais c'est possible. Et cette médiumnité, en fait, alors la médiumnité, c'est voir l'invisible, effectivement, mais c'est aussi voir les défunts. Donc moi, quand ça m'est arrivé, la première fois que j'ai vu des défunts, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Et je vous avoue que c'est quelque chose qui me met mal à l'aise et ce n'est pas quelque chose avec laquelle j'aime travailler. Mais en tout cas, cette médiumnité chez moi s'est développée et en fait, c'est inconsciemment chercher à rentrer en contact avec justement le jumeau perdu. Donc, ça développe cette intuition et ce syndrome, développe aussi une certaine créativité chez le jumeau rescapé, de la clairvoyance, de la clairaudition et du clair ressenti. C'est des personnes qui sont ou qui deviennent spirituellement connectées parce qu'elles ont besoin inconsciemment de se connecter à l'âme perdue. Ils sont souvent des guérisseurs, mais des vrais, de haute qualité. Voilà, c'est des personnes qui ont des fortes capacités extrasensorielles. Ils sont souvent dans des métiers qui sont d'aide à la personne. Donc là, on retrouve souvent le syndrome du sauveur. Je peux vous dire qu'en tant que thérapeute, je l'ai travaillé énormément, ce syndrome du sauveur, parce que je me suis épuisée en tant que thérapeute à vouloir sauver tout le monde. Pourquoi? Parce que inconsciemment, je n'ai pas pu sauver quelque part mon jumeau perdu. C'est pour ça qu'on retrouve le syndrome du sauveur chez le jumeau rescapé et survivant. Donc, beaucoup de ces personnes-là sont dans des travails à l'aide à la personne et donc peut aussi s'oublier sans vouloir justement de ne pas pouvoir justement sauver son client parce que, eh bien, on n'a pas pu sauver son jumeau. C'est des thérapeutes qui aident, c'est des personnes qui travaillent dans l'aide à la personne, mais qui vont, ce n'est pas forcément thérapeutes, hein, ils peuvent être aussi infirmières, sages-femmes, kinésiologues, kinésithérapeutes, ostéopathes, voilà, toutes les personnes qui sont dans l'aide à la personne, voilà. Mais par contre, c'est des personnes qui vont aider et accompagner dans la douceur. C'est-à-dire que voilà, ça ne va pas être du bâclé, ça ne va pas être, justement, j'en parlais avec une de mes clientes où je lui disais, vous savez, je suis en thérapie avec vous lors des appels qu'on fait ensemble en visio, mais en dehors de ça, je vais relire vos fiches, je vais travailler sur votre dossier. Voilà, ça, c'est parce que j'ai besoin d'accompagner l'autre en douceur, voir comment je peux lui dire les choses, voir comment je peux faire passer des choses pour aller en douceur et prendre soin de l'autre parce qu'il y a eu ce manque de prendre soin de son jumeau dans le ventre de la maman. On est très empathique, les jumeaux rescapés, on a beaucoup d'empathie et c'est quelque chose qu'on doit travailler aussi parce qu'on est des vraies éponges émotionnelles. Il peut aussi y avoir des métiers dans le massage. C'est pour ça que je vous parlais de kiné ou de personnes qui font des massages. Si c'est des jumeaux survivants qui aiment le côté tactile. Personnellement, ce n'est pas mon cas, mais on peut retrouver aussi ce type de métier parce que le jumeau survivant a besoin de toucher la personne qu'il soigne, qu'il sauve ou qu'il aide. On retrouve aussi des polarités dans le cerveau droit et gauche bien déterminées, c'est-à-dire que dans le lien de flamme jumelle, on parle aussi de yin et de yang, mais voilà, des polarités bien déterminées puisque bien l'autre qui est parti, qui est décédé, a pris possession quelque part de la polarité opposée.
Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit travailler en tant que jumeau perdu, c'est-à-dire ou accepter qu'on a un cerveau droit plus développé et un cerveau gauche plus développé, mais au fur et à mesure du temps, surtout quand on est dans un lien de flamme jumelle, là j'aimerais quand même faire une parenthèse, c'est pas parce que vous êtes flamme jumelle que vous avez le syndrome du jumeau perdu, et c'est pas parce que vous avez le syndrome du jumeau perdu que vous êtes flamme jumelle. Je ne suis pas en train de dire, donc ça c'est pour les personnes qui me suivent sur ma chaîne en tant que flamme jumelle. Toutes les flammes jumelles n'ont pas le syndrome du jumeau perdu. Et toutes les personnes qui ont le syndrome du jumeau perdu ne sont pas flammes jumelles. Voilà, je leur ai répété 2 fois. J'espère que c'est bien clair parce que c'est vraiment 2 choses différentes. Le lien de flamme jumelle et le syndrome du jumeau perdu, c'est vraiment 2 choses différentes. Et quand on a la chance ou la malchance, je dirais, d'avoir les 2, eh bien, c'est du lourd, c'est du chaud bouillant à vivre, c'est ce que je vis et ce n'est pas forcément évident. Et ça peut franchement vous dire, je vous dis, et ça je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, on ne sait plus où on en est. Est-ce qu'on est flamme jumelle ou pas? En tout cas, je vous fais cette parenthèse par rapport à ces polarités, cerveau droit et cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est l'intuition. Le cerveau gauche, c'est l'analyse. D'accord? Donc, personnellement, moi, je suis d'une polarité yang, mais avec une forte intuition, avec une forte blessure d'abandon en début de vie et une forte blessure de rejet aujourd'hui, maintenant. Donc, c'est pour ça que quand vous avez les 2, c'est-à-dire quand vous avez un lien d'âme qui est un lien de flamme jumelle et qu'en plus, derrière, vous avez le syndrome du jumeau perdu, eh bien, ça fait beaucoup de travail personnel à faire. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est parfois difficile chez certaines flammes jumelles de trouver leur polarité ou de trouver leur blessure originelle. D'accord? Et je vous renvoie aux vidéos que j'avais fait ex-chaser, ex-runner et les blessures de l'âme. Donc voilà, là je faisais une parenthèse pour les flammes jumelles. Si vous n'êtes pas flamme jumelle, eh bien ne tenez pas compte de cette parenthèse. Et si vous l'êtes, réécoutez-la parce que c'est important de ne pas non plus s'identifier à un syndrome du jumeau perdu parce qu'il y a beaucoup de choses dans le syndrome du jumeau perdu qui correspondent justement, comment dire, aux relations de flammes jumelles. Mais il est possible que beaucoup de flammes jumelles se trompent en pensant qu'elles sont flammes jumelles alors qu'elles ont tout simplement le syndrome du jumeau perdu. Parenthèse fermée. On continue. Au niveau énergétique, qu'est-ce que ça crée au niveau énergétique quand on a le syndrome du jumeau perdu? Donc, ce discours peut mettre un petit peu en colère parce qu'on est dans la souffrance mentale. Et avec cette dualité sur Terre, eh bien, on ne peut pas tout comprendre, enfin, tout comprendre au niveau énergétique, et c'est un peu frustrant. Parce que l'humain aime comprendre, surtout si on est un jumeau perdu qui fonctionne beaucoup avec le cerveau gauche. Mais ça peut être apaisant aussi pour l'esprit de certaines personnes d'entendre ce qui va suivre. Donc, quand je vous ai parlé au début que donc le jumeau survivant entendait son jumeau perdu avant son décès, avant sa disparition, avant le choc, pouvait jouer avec, mais le ressentait aussi énergétiquement. Donc, ça, c'est pas prouvé, mais il y a ce côté énergétique entre les 2 jumeaux avant que l'un des 2 parte. Donc, on peut renforcer ce lien énergétique par le chakra du cœur pour être nourri à l'intérieur de l'amour de l'autre. Ça, c'est important. Alors, attendez, je vais juste m'absenter 2 minutes parce que je vais vous montrer aussi quelque chose que j'ai oublié d'aller chercher avant la conférence. Voilà, excusez-moi. Alors, quand vous faites des soins énergétiques et que vous êtes au courant que vous avez un syndrome du jumeau perdu, surtout prévenez l'énergéticienne. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas couper ce lien énergétique. Ça, on le voit aussi dans le lien de flamme jumelle, mais aussi dans ce syndrome du jumeau perdu. Ne surtout pas couper le lien. J'ai lu un témoignage d'une personne qui s'est fait faire un soin énergétique et qui a coupé
des liens toxiques lors d'un soin énergétique et il s'est rendu compte après qu'il était très très mal après un soin énergétique où il y a eu justement ce que moi j'appelle dans mes soins énergétiques avec le pendule des vampirisations, des choses qui sont collées à nous. Ça peut être des âmes, des entités, et c'est pas forcément que des mauvaises âmes ou des mauvaises entités. Donc, et donc l'énergéticienne, lui, n'avait pas prévenu, c'était un homme, hein, n'avait pas prévenu l'énergéticienne, elle a coupé les liens et elle a coupé aussi, elle a coupé tous les liens d'âme et elle a coupé le lien avec son jumeau. Et en fait, il a fallu qu'il trouve une autre personne et qui travaille pour recréer en fait ce lien énergétique par le chakra du cœur, ce lien avec son jumeau perdu, parce que c'est super important de rester avec ce lien énergétique parce que ça nous permet de rester dans l'amour de l'autre, d'accord? Donc, quand c'est comme ça, on peut aussi demander à rétablir justement ce lien d'amour ou le rétablir par le biais du chakra du cœur, par des visualisations, ce genre de choses, et justement pour nous aider à renforcer ce lien. Demander aussi à ce que ce lien soit protégé lors de tout soin énergétique où ça coupe justement les liens toxiques, parce que le jumeau perdu n'est pas une personne toxique. D'accord? Donc, il est possible qu'il y ait des âmes et que l'énergéticienne ne soit pas au courant. Ça, j'insiste parce que c'est super important. Maintenant que je suis au courant de ça, à chaque soin énergétique, je demande à la personne est-ce que vous savez ce qu'est un syndrome du jumeau perdu? Si elle me dit non, je passe à autre chose. Et c'est tout. Voilà. Essayez au maximum de… Là, on est bien au niveau énergétique, d'accord, hein? Essayez au maximum de contacter justement cette âme de votre jumeau perdu qui est donc votre double et qui devient votre guide. Donc, faites-lui des demandes et il vous guidera. D'accord? Donc, comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, tout le monde ne le sent pas forcément, son jumeau perdu au niveau énergétique. D'accord? Et c'est OK. Parce que ça va dépendre, comme je vous disais, de combien de temps vous avez vécu avec lui dans le ventre, quelle relation vous avez eue, et patati et patata. Donc, ça va dépendre aussi du chemin d'éveil de l'âme, parce que dans cette incarnation, on peut avoir peut-être besoin de ressentir justement le manque pour travailler le manque, ou alors pour avancer et développer ses capacités par soi-même, sans avoir besoin de ressentir l'autre. Et ça va dépendre de quel chemin d'éveil de notre âme nous avons choisi à l'incarnation. Donc, il est possible que vous ne le ressentiez pas ou que vous aviez fait l'impression de parler à du vide, en fait. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont le ressentir vraiment très, très fort, qui auront besoin de se connecter à ce jumeau perdu, à cette âme perdue, pour développer justement ses capacités. Donc, ça peut vous aider à remplir un manque, un vide, comme ça peut ne pas vous aider à le faire. Tout dépendra de votre choix d'incarnation. Tout dépend du contrat signé et de ce que vous devez faire, vous, les jumeaux, parce que lui aussi a un contrat d'âme. S'il est parti plus tôt, c'est qu'il avait signé ce contrat. D'accord? Donc, lui aussi avance dans son apprentissage, dans une autre dimension, sur un monde parallèle, on va dire ça comme ça. Et donc, tout va dépendre de ce que vous avez signé l'un et l'autre, de ce que doivent faire les jumeaux pour avancer dans leur apprentissage, l'un incarné et l'autre désincarné. Donc, peut-être que l'autre désincarné, ça peut être qu'une supposition quand on parle d'énergétique, eh bien, est là pour vous servir de guide. Donc, ça peut aussi vous permettre énergétiquement d'avoir une ouverture de conscience beaucoup plus accrue, une élévation aussi spirituelle, le fait de vous relier à l'autre. Et ça peut aussi vous aider et vous permettre d'élever aussi votre taux vibratoire, puisque en vous reliant à l'autre, vous reliez un lien d'amour et on sait bien que l'amour est une vibration très haute qui nous permet d'élever justement notre taux vibratoire. Le jumeau perdu a aussi des capacités d'introspection sans forcément d'avoir d'influence extérieure en se regardant
j'ai marqué nous-mêmes, mais en se regardant soi-même. Donc là, c'est quelque chose que moi, je vous invite à faire. Ça, c'est pas du tout marqué dans le livre, par contre. C'est ce que moi, je vous conseille de faire par rapport à un témoignage que j'ai entendu, donc le monsieur qui s'est donc fait couper le lien là. Je me suis dit, qu'est-ce que je lui aurais proposé, moi, en tant que thérapeute? Eh bien, c'est ce que je suis en train de vous lire là. Donc voilà, vous avez en tant que jumeau rescapé cette capacité d'introspection et de vous regarder à l'intérieur de vous-même. Mais parfois, ça peut faire peur parce que la souffrance remonte et parfois, eh bien, on ne s'intériorise pas parce que ça fait trop mal. On a parfois du mal justement à gérer le manque de l'autre. Et c'est parfois peut-être justement ce choix d'expérience pour faire avancer le survivant. Parfois, le jumeau perdu qui pourrait se dire, où on pourrait se dire c'est devenu un guide, eh bien, est complètement absent. Et en fait, c'est pour vous créer une expérience et pour vous faire avancer, vous, autrement. C'est-à-dire que le manque, il va se dissiper petit à petit ou diminuer. Ou alors, il va passer parce que le travail sur vous va avancer. Mais il peut aussi avancer le travail sur vous par l'alourdissement de ce manque. Et plus vous allez être en manque, et plus vous allez avoir besoin d'aller travailler sur vous. Et c'est pour ça que parfois, il est absent pour que vous continuiez à travailler sur vous. Et petit à petit, le manque va se dissiper, diminuer ou passer. Mais si on n'a plus de manque, de souffrance, on ne va pas au bout du chemin d'éveil. Donc, tout dépend où est-ce que vous en êtes sur votre chemin d'éveil et quel contrat d'éveil de l'âme vous avez signé. Donc, forcément, ce manque peut varier si c'est un atout ou un blocage, car le survivant a besoin d'avancer. Tout dépendra de l'apprentissage que le survivant a décidé de faire. Attention avec les mémoires cellulaires. Le jumeau perdu ne doit pas être confondu avec des mémoires cellulaires d'un enfant avorté avant votre naissance, qui aurait laissé des traces cellulaires et énergétiques dans l'utérus de la mère. Les ressentis ne sont pas du tout les mêmes. D'accord ? Cette sensation de deuil permanente peut tout simplement être liée aux différents karmas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la sensation d'un deuil constant sans avoir le syndrome du jumeau perdu. C'est-à-dire qu'elle vient tout simplement d'un bagage personnel karmique d'une vie antérieure ou d'un bagage de vos ancêtres, c'est-à-dire du transgénérationnel. Donc ça, on peut le découvrir et le travailler ensemble si vous le souhaitez avec les libérations de mémoire karmique. Donc, pour savoir tout ça, écoutez vraiment vos ressentis, c'est super, super important. C'est un peu comme dans le lien de flamme jumelle, personne n'a à vous dire si vous êtes ou pas flamme jumelle, même si moi, je peux vous le dire, je fais quand même très, très attention à ça. Au niveau des thérapies, forcément, il peut y avoir des inversions psychologiques. Donc là, je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'est l'inversion psychologique parce que je vous en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à la regarder. Mais il peut y avoir effectivement des inversions psychologiques. On se retrouve souvent en thérapie avec, on a tout cherché, toutes les causes possibles de notre mal-être et on ne trouve pas. Eh bien, c'est parce que derrière, eh bien, on a le syndrome du jumeau perdu et on ne le sait pas. Donc là, je vous ai recopié les phrases typiques des patients qui sont notées dans le livre et que j'ai donc aussi, alors pas exactement comme ça, retrouvé chez justement les 3 patientes dont je vous ai parlé au début, qui font tilt au thérapeute, qui, voilà. Mais ce n'est pas parce que vous lisez cette phrase et que ça vous parle que vous avez le syndrome du jumeau perdu. C'est pour ça que sur la diapositive du dessus, d'avant, je vous ai dit, écoutez vraiment vos ressentis. D'accord ? Donc, souvent, ce que disent les jumeaux perdus lors de thérapie, c'est « j'ai l'impression de n'exister qu'à moitié, comme si je n'avais qu'une partie de ma force pour vivre ».
Très souvent, je ressens qu'il me manque quelque chose pour être heureux. La solitude est le thème de ma vie. Déjà dans mon enfance, je me suis sentie terriblement seule. Cette sensation ne disparaît pas vraiment quand je suis entourée d'amis. Une autre phrase, je ne mérite pas de bien gagner ma vie et d'aimer mon métier. Je me sens constamment coupable d'enlever quelque chose à quelqu'un ou bien je me sens responsable quand quelqu'un ne va pas bien. Alors ça, je connais bien cette phrase, moi. J'ai une peur panique d'être abandonnée. Le moindre signe que mon partenaire pourrait me quitter ou chercher quelqu'un d'autre me rend fou. J'ai parfois des crises de panique terribles que je ne peux pas expliquer. Je me sens menacée par d'autres personnes. C'est particulièrement grave dans un ascenseur. Je ne laisse aucun partenaire m'approcher de trop près. Je me sépare de lui dès que la relation devient trop proche. Donc là, on est dans le côté tactile ou pas tactile, blessure de rejet ou blessure d'abandon. Donc, je vous le répète, encore une fois, attention au décodage de ces informations. D'accord ? Faites-vous suivre ou cherchez quelqu'un. Moi, je peux vous aider, mais vous pouvez trouver quelqu'un autour de vous, mais faites-vous aider. Et ça, je vous le disais déjà en tant que thérapeute, j'aide des flammes jumelles, mais j'aide aussi d'autres personnes. Donc, quand on est flamme jumelle, on est beaucoup mieux compris par des personnes qui sont dans le lien de flamme jumelle. Et ben, c'est pareil pour le syndrome du jumeau perdu. On est beaucoup mieux compris, mieux aidé par une personne qui a le syndrome, qui sait ce que c'est que la souffrance et qui a déjà commencé un travail aussi. D'accord ? Donc, faites bien attention. Donc, ça, c'est des phrases que vous pouvez retrouver chez vous et qu'on peut retrouver, nous, en tant que thérapeute, chez les patients qui nous mettent la puce à l'oreille. J'ai eu une patiente pendant très longtemps, que j'ai suivie pendant très longtemps, et sur plusieurs séances, ça m'a fait tilt, ça m'a fait tilt, ça m'a fait tilt. Et je ne savais pas comment lui annoncer, je ne savais pas comment lui dire. Et puis, un jour, ça a été trop, c'était trop de phrases, si vous voulez, il y avait trop de phrases qui parlaient de ça, quoi. Et donc, je lui en ai parlé et elle a acheté donc le livre. Depuis, je ne l'ai pas vraiment revu, je communique plus ou moins avec elle, c'est une femme formidable. Et puis, comme par hasard, elle est infirmière. Hein. Je pense que c'est par hasard si elle est infirmière. Je pense qu'elle se reconnaîtra. J'adore cette personne, j'ai adoré l'aider. Et donc on est toujours plus ou moins en contact. Et elle m'avait dit que quand elle avait acheté le livre, puisque quand je lui ai annoncé, elle a acheté le livre. D'ailleurs, je crois qu'on l'a acheté en même temps. On l'a plus ou moins, je crois qu'elle l'a reçu pas longtemps après moi. Et elle m'a dit, j'ai pas pu le lire jusqu'au bout. Elle m'a dit, je l'ai refermé. Parce que c'était trop fort. Pour elle, c'était trop dur. Donc, je ne sais pas depuis où est-ce qu'elle en est. J'espère que ça va mieux pour elle. Mais en tout cas, voilà, faites-vous aider par des personnes qui comprennent la souffrance que ça peut engendrer. Alors, quelques conseils que je pourrais vous donner. Vous pouvez vous visualiser ou avoir un état de relaxation ou de visualisation dans l'utérus de votre maman. Mais ça, faites attention. Essayez d'être aidé, de ne pas être seul. Voyez avec la thérapeute si vous êtes capable de faire ça, parce que des fois, c'est trop souffrant et ça va remonter un traumatisme trop souffrant. On n'est pas là pour faire des thérapies douloureuses. Effectivement, il y a des choses qui remontent lors de thérapies qui doivent être gérées, mais on n'est pas là non plus pour recréer des traumatismes. Donc, cet état de relaxation et de visualisation dans l'utérus, attention, ce n'est pas pour tout le monde non plus, d'accord ? Il y a aussi le test musculaire kinésiologique. Donc, ça, je le faisais souvent quand je recevais en cabinet. Maintenant que je reçois à distance, je ne peux plus le faire. Mais on peut aussi savoir si vous avez une aversion psychologique ou si vous êtes un jumeau rescapé avec ce test musculaire de kinésiologie. Ce qui peut vous aider aussi sans forcément faire de visualisation de votre vie intra-utérine, c'est la relaxation profonde dans l'eau. Hein. C'est pour ça qu'on parlait de personnes qui aiment faire de la plongée sous-marine
ou des personnes qui aiment la baignoire. Ça aide hein, souvent à lâcher prise, à vous permettre aussi d'être plus en paix et d'être relaxé et d'avoir moins de crises de panique ou d'angoisse. Alors, c'est là que je savais que ça allait arriver, cette phrase, et c'est pour ça que j'ai été chercher mon doudou. Donc, se mettre en relation avec le jumeau perdu, se relier à lui par un objet. Donc, ça, c'est un conseil thérapeutique que vous retrouvez aussi dans le livre. Et en fait, donc, poupée, coussin, image intérieure. Donc, en fait, ça, moi, je l'ai fait intuitivement, parce que je n'avais pas encore reçu le livre. Et oh, pardon, ma chienne a envie de garder la maison. Athéna, Athéna, ça y est. Donc pour en revenir d'ailleurs aux animaux, je pense qu'elle avait besoin que peut-être je dise quelque chose. Ma chienne, je ne peux pas lui parler méchamment, je ne peux pas lui dire dégage, ce genre de truc, c'est juste impensable pour moi. Bon, elle a reçu des petites fessées quand elle était petite parce qu'il fallait bien l'éduquer hein, avec un petit coin de chausson, voilà. Mais voilà, c'est des animaux, quand vous êtes très proche des animaux, c'est voilà, c'est aussi un signe, on en a parlé tout à l'heure, je pense qu'elle voulait peut-être que je le répète, hein, elle s'est dit moi je suis là. Donc se relier à lui, c'est aussi peut-être faire des gros câlins à votre animal, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, avant que je reçoive le livre et avant que je lise ça, pour Noël, ma mère, donc elle m'avait fait un cadeau et puis elle m'avait fait en plus ça. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, je crois, dans la vidéo précédente où je parlais de mon jumeau perdu, mais j'annonçais cette conférence, mais je ne me rappelle plus. Alors en fait, c'est un ange. Alors je vous le remontrerai tout à l'heure, parce que là, je suis en tout petit, peut-être que vous ne le voyez pas. Et en fait, le premier soir où j'ai appris que j'avais ce syndrome du jumeau perdu, c'est la première chose qui m'a attirée dans mon lit et que j'ai serré contre mon thorax, donc le chakra du cœur. Et c'est ce qui m'a permis de m'endormir pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, c'est moins fréquent, mais je sais qu'il est là. Voilà, et comme par hasard, et comme il n'y a pas de hasard, ma mère, elle fait beaucoup de poupées comme ça, et comme par hasard, pour moi, elle m'avait fait un ange. Donc voilà, se mettre en relation avec le jumeau perdu, se relier à lui par un objet, ça peut aussi vous aider dans des moments difficiles. Voilà, ça peut vous aider. Vivre avec le traumatisme. Il faut malheureusement apprendre à vivre avec le traumatisme parce que vous êtes né avec. Donc, vous pouvez vivre avec le traumatisme en essayant de le comprendre. Et justement, c'est un peu comme quand je vous dis, les blessures, ça ne se guérit pas. Les blessures, c'est on comprend qu'on a une blessure et on la voit arriver quand elle est réveillée parce qu'on l'a travaillée en thérapie. Donc, et quand on la voit arriver, on ne l'aborde plus de la même façon, la blessure. Elle ne nous fait plus autant mal et on s'en sert et on se dit, OK, là, c'est la blessure de Roger. OK, je te vois arriver, ma belle. Qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant que je sais que tu es là? Comment tu peux m'aider? Eh bien, en fait, c'est un petit peu ça, vivre avec le traumatisme. Quand je vous dis vivre avec le traumatisme, donc ça, c'est pas forcément écrit dans le livre, c'est ce que je vous dis, ou alors c'est écrit, je ne me rappelle plus, mais c'est apprendre à vivre avec. C'est un petit peu ça. C'est faire le deuil au mieux que possible, avec justement toutes les phases nécessaires du deuil. Hein, le déni, la colère, l'acceptation, enfin bon, voilà, toutes les étapes du deuil. D'accord? Il y a aussi le, comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus, la négociation hein, dans l'étape de deuil. Il va falloir à un moment donné renoncer à l'autre. Et ça, c'est dur quand on apprend qu'on a le syndrome du jumeau perdu, mais c'est aussi quand on perd quelqu'un de proche, eh bien, c'est renoncer au fait qu'il soit en vie. Et quand on renonce à l'autre, quand on accepte qu'il soit parti, que ce soit notre jumeau perdu ou un proche, ou un animal, ou un conjoint, ou un métier. Je sais que moi, j'ai mis des années à faire le deuil de mon métier en grande distribution. Eh bien, en fait, c'est renoncer à notre souffrance. Et ce n'est pas évident dans le cas d'un syndrome du jumeau perdu. C'est beaucoup plus difficile, le deuil est beaucoup plus difficile.
parce qu'on doit faire le deuil d'un absent. Quand on a connu la personne, on fait le deuil, on a des souvenirs, on se raccroche à nos souvenirs. Mais quand c'est une personne absente, qu'on n'a pas de souvenir visuel, d'avoir joué avec lui dans le ventre ou peu importe, c'est dur de faire le deuil d'un absent. Le considérer comme un guide spirituel va vous aider. C'est-à-dire aussi lui rendre sa place d'âme non incarnée. Le laisser partir, comme on dit, laisser partir les personnes que vous perdez, parce que sinon vous les retenez et ça les empêche de continuer leur évolution personnelle dans l'au-delà. C'est-à-dire peut-être monter dans la lumière. Mais avant d'être dans la lumière, il y a des phases d'évolution pour une âme décédée. Eh bien, c'est pareil pour le jumeau perdu. Essayez de le laisser partir pour que lui, il puisse faire son évolution personnelle, mais que vous aussi, vous puissiez le faire. Enfin, vous puissiez la faire, cette évolution personnelle. Il est fortement conseillé de créer un rituel, voire un enterrement ou un endroit de recueil avec votre jumeau perdu. Personnellement, pour moi, c'est tombé au moment du deuil de mon papa, au moment où j'apprends que ma sœur allait décéder, c'est-à-dire que tous les traitements chimiothérapiques pour son cancer ne fonctionnaient pas et que donc la suite, c'était la mort. Nous avons dû attendre pour l'enterrement des urnes que ma sœur décède. C'est malheureux d'en arriver là. Et donc, je m'étais dit, parce qu'entre-temps, j'avais appris ce syndrome du jumeau perdu, et je m'étais dit, eh bien, je vais enterrer mon petit ange avec ma sœur et mon père. J'ai pas réussi. Voilà, j'ai pas réussi à le faire. Je pense que je ne suis pas prête et je vous explique pourquoi dans la deuxième phrase. Mais c'est vrai que c'est souvent conseillé. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, essayez de trouver un endroit de recueil. Et j'en parlais justement avec ma formatrice en radiesthésie qui a aussi le syndrome du jumeau perdu et qui s'est crue d'ailleurs flamme jumelle à une époque, qui n'a pas pu non plus enterrer symboliquement quelqu'un qui n'a pas existé quelque part dans la matière. Et là, donc, je fais une transition avec la dernière phrase, c'est-à-dire, on a besoin, et c'est peut-être ça que ça peut peut-être vous aider, de le faire revivre avant de le faire mourir, avant de l'enterrer. Et on conseille souvent de lui donner un prénom, même si pour certains jumeaux rescapés, c'est juste impensable et inimaginable de donner un prénom à quelqu'un qui n'est jamais né. Donc ça, c'est à vous aussi de voir comment vous pouvez faire, voir avec un thérapeute ou voir comment vous ressentez la chose. Mais c'est vrai que ces rituels sont souvent conseillés. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à le faire. Voyez comment ça vous parle, d'accord? Mais par contre, voilà, se relier avec quelque chose, ça, par contre, ça marche assez bien chez moi. Pourquoi il faut faire tout ça aussi? Parce que être dans l'amour du jumeau perdu, c'est ne pas l'emprisonner. Se servir de cet amour pour nous remplir nous-mêmes, pour justement remplir ce manque et ce vide que nous avons à l'intérieur. Chacun trouvera sa solution pour remplir ce vide. Vous voyez, moi, quand je pose la pluche, ça me crée quelque chose au niveau du chakra du cœur. Et il y en a pour qui ça ne fera rien. Et ce sera une autre solution pour remplir le vide. D'accord? Trouver des comportements qui vous rendent heureux et non pas des situations de souffrance. Alors ça, c'est facile à dire, mais c'est vrai qu'on est un peu créateur de notre vie. Et moi, par exemple, travailler sur cette conférence, on est quand même au mois de septembre. J'ai appris le syndrome au mois de mai. Il m'a fallu du temps. Déjà, j'ai enterré ma sœur au mois de juin. J'ai fait les obsèques de ma sœur au mois de juin, elle est décédée au mois de juin. On a enterré mon père au mois de juillet avec ma sœur. Donc tout ça, voilà, ça a fait du remue-ménage et pour moi, ça me tient à cœur
de faire cette conférence avec vous. C'est quelque part quelque chose qui me rend heureuse de pouvoir partager, même si c'est quelque chose de souffrant que je partage, mais pouvoir partager ces connaissances, ces instants de ma vie qui peut-être vous aider, vous, à comprendre votre mal-être, votre souffrance et à créer d'autres moments heureux. C'est-à-dire que je suis heureuse aujourd'hui de vous partager ça parce que je sais que derrière, ça peut peut-être vous aider. D'accord? Il faut aussi comprendre que le sacrifice que votre jumeau a fait pour que vous puissiez rester en vie, comprendre qu'il s'est sacrifié aussi pour vous. C'est peut-être aussi quelque chose qu'il a signé, un contrat qu'il a signé, mais peut-être aussi il s'est dit, je n'aurai pas assez d'énergie, je me sacrifie pour mon jumeau ou ma jumelle. Et donc, il vous a donné toute son énergie vitale. Donc, soyez dans la gratitude et non pas dans la culpabilité de peut-être que je l'ai tué ou je ne l'ai pas réussi à le sauver ou c'est ma faute s'il est mort. Et pourquoi moi je suis en vie? Vous savez, on dit le syndrome du jumeau survivant, parce qu'on survit et rescapé, c'est comme les personnes qui ont survécu à des attentats ou ce genre de choses. Donc, c'est pareil, ils ont le syndrome du rescapé, sans avoir le syndrome du jumeau perdu, eux, mais c'est des rescapés. Et je regardais à la télévision la dernière fois une personne il y avait des inondations et eh bien, elle ne voulait pas quitter. Alors, tout le monde avait quitté le village parce que eh bien, les inondations avaient fait beaucoup de morts. Et donc, le mieux, c'était de quitter le village. Et elle avait déjà subi cette inondation des années auparavant où elle avait perdu sa maman et son papa dans cette inondation. Elle était restée sur des lieux, elle avait continué sa vie et quelques années après, il se passe donc ce qui se passe aujourd'hui, une inondation, et elle est la seule à être restée dans le village. Donc, c'est le syndrome du jumeau rescapé, c'est-à-dire un pied dans la vie, un pied dans la mort. Ok, elle vit, mais elle se met aussi en situation de danger à rester dans ce lieu, comme le syndrome du rescapé, c'est-à-dire non, je reste parce que pourquoi moi je suis restée en vie? Pourquoi moi je ne suis pas décédée à la première inondation avec ma famille? Et peut-être que inconsciemment, elle cherche à se mettre en danger, voire à mourir de la même façon, c'est-à-dire d'une même situation dans laquelle elle a échappé ou qu'elle a été rescapée quelques années avant. Donc, quand on a le syndrome du jumeau perdu et qu'on est rescapé, on se sent rescapé ou survivant, on a beaucoup de culpabilité. Et dans le cas, c'est-à-dire d'être resté vivant et pas d'être parti avec l'autre. Dans le cas du jumeau perdu, on a souvent cette culpabilité, on l'a vu au début. Alors qu'en fait, là, ce que je vous donne comme conseil, c'est arrêter de vous sacrifier et justement, soyez dans la gratitude qu'il se soit peut-être sacrifié pour vous ou qu'il vous ait donné toute l'énergie pour que vous puissiez justement vivre. D'accord? Le ressentir comme un guide spirituel, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est en fait dans l'état d'esprit de ne plus vous sentir seul, d'accord? Ne plus chercher la fusion et comprendre que nous sommes deux âmes différentes. Donc, cette phrase, elle veut dire que quand vous cherchez la fusion dans un couple ou avec amicalement parlant, vous êtes à la recherche de l'autre. Mais il faut comprendre que vous êtes deux âmes différentes. Donc, arrêtez de le chercher. Il est là et ne le cherchez plus. Parce que la fusion, c'est très dur à vivre. Quelque chose de fusionnel, c'est très beau, voilà, ça fait du bien, mais quand ça s'éteint, ça fait mal. Et on n'est plus soi-même quand on est dans une fusion. Et c'est ce qu'on cherche, alors qu'on est deux âmes différentes. Accepter que l'on ne le verra jamais, le jumeau perdu. Il faut accepter. Pour être sûr du jumeau perdu, pour être sûr que vous avez ce syndrome, il faut le ressentir dans vos tripes.
Mais parfois, il y a des traumatismes de l'enfance et les blessures de l'âme pour ressentir cela corporellement. C'est-à-dire que, comme je vous disais, on ne vit pas tous de la même façon le fait d'avoir ce syndrome du jumeau perdu. Parfois, il faudra travailler sur le syndrome en lui-même et parfois, il faudra travailler sur les blessures de l'âme pour le ressentir corporellement, ou pour ressentir la blessure corporellement. Personnellement, moi, quand je l'ai appris, j'étais pliée en deux de souffrance. Donc, c'est aussi une façon de savoir vraiment si vous êtes dans le syndrome du jumeau perdu, mais ça dépend aussi comment vous le vivez. On peut aussi écrire une lettre au jumeau perdu, lui parler, un peu comme un journal intime, mais lui écrire une lettre. On peut aussi visualiser son jumeau perdu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et l'emmener vers les ancêtres, hein, c'est-à-dire voilà, lui permettre aussi de le laisser partir, c'est aussi une façon de le laisser partir. Le soutien thérapeutique est souvent obligatoire. Par contre, prenez votre temps. Certains ne vont pas au bout justement de la thérapie parce que l'émotionnel est trop lourd à gérer. Les thérapies peuvent être longues, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que le travail doit être fait en douceur. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux être aidé par une personne qui a le syndrome du jumeau perdu, puisqu'on l'a vu dans les métiers, ce sera une personne qui travaillera en douceur, une thérapeute qui travaillera en douceur. Et c'est ce type de thérapie que vous devez faire. Il faut aller se découvrir quand on est un jumeau rescapé, mais étape par étape. Et surtout, digérer les étapes pour les intégrer en douceur. Ne pas aller trop vite dans la thérapie. Ça peut vous submerger. Ça peut être trop. Il faut vraiment vous laisser du temps et avoir envie aussi de guérir. Donc là, on est dans l'inversion psychologique. Ou sinon, on reste dans le rôle de victime-sauveur. Là, c'est un choix personnel ou un choix de l'âme. Et ça, on le voit par le biais de l'inversion psychologique dont je vous ai parlé au début et je vous invite à regarder la vidéo qui en parle. La solution, c'est un petit peu quand même la résilience. Alors, la résilience, c'est l'aptitude à faire face avec succès à une situation représentant un stress intense en raison de sa nocivité ou du risque qu'elle représente. Donc là, on est dans la définition de la résilience. Se ressaisir et s'adapter pour vivre et se développer positivement en dépit des circonstances défavorables. Donc, quand vous êtes dans une résilience, vous aurez plus de facilité, bien sûr, à avancer avec ce syndrome. La résilience est un phénomène psychologique pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique pour ne plus ou ne pas devoir vivre dans la dépression et se reconstruire d'une façon socialement acceptable. La résilience sera rendue possible grâce à la structuration précoce de la personnalité par des expériences constructives de l'enfant par un foyer stable ou thérapie pris jeune. Ça aussi, votre souffrance, elle va dépendre aussi, votre souffrance en tant que jumeau survivant va aussi dépendre de dans quelle famille vous vous êtes incarné. Si en plus d'avoir le syndrome du jumeau perdu, vous êtes dans une famille où les blessures sont très fortes, où vous accumulez traumatisme sur traumatisme, le syndrome du jumeau perdu va être très fort et très lourd à gérer aussi. Une personne à haute résilience se remettra en cause et en question tout le temps, mais elle pourra aussi manquer de confiance en elle et chercher des réponses à l'extérieur et parfois trop de thérapie ou pas du tout. Trop de thérapie, c'est-à-dire d'aller de thérapeute en thérapeute. Trop de thérapie, c'est ça que ça veut dire. Ou alors pas du tout, et donc aller chercher des réponses à l'extérieur par des amis ou autres qui ne comprennent pas du tout parce qu'ils ne sont pas au courant, ou alors d'aller chercher des fusions pour remplir ce manque. La personne est renfermée sur elle-même car elle ne comprend pas ce qui lui arrive, elle n'est pas comprise par son entourage et par certains thérapeutes.
Quand c'est comme ça, ça peut amener à des épuisements, des dépressions, des burn-out, voire des suicides. Excusez-moi, j'ai oublié Alès. Après des deuils ou des séparations. Voilà. Donc, la personne doit prendre, alors attendez, parce que là, j'ai caché mon écran, la personne doit prendre conscience que la séparation avec son jumeau n'est qu'illusoire. Et c'est là où je vous renvoie au côté énergétique de la chose et du guide spirituel. Ce qui n'est pas forcément le cas pour une personne décédée qui a vécu, qui s'est incarnée, qui ne devient pas systématiquement notre guide spirituel. Donc ça, c'est une croyance que vous avez ou pas. Si en tout cas, si elle vous aide, la croyance, c'est OK. Si elle vous fait du mal, ce n'est pas la peine. Si elle est limitante, ce n'est pas la peine. La guérison. En fait, dans ce syndrome du jumeau perdu, il n'y a pas de baguette magique. L'inconvénient de ce syndrome du jumeau perdu, c'est que le travail sur soi est très long, très, très long. On n'en voit pas le bout. Voire, chez certaines personnes, on s'arrête parce que c'est trop dur, ou trop long, ou trop cher. L'avantage, c'est qu'on se connaît mieux. Pas à pas, on avance sur soi. Ça, c'est un avantage. La guérison, c'est aussi connaître l'origine de son mal-être. Et ça, je le dis souvent dans pas mal de vidéos, connaître l'origine de son mal-être, c'est justement prendre conscience, la prise de conscience et le premier pas vers la guérison. Accueillir ses émotions, c'est ce que je vous disais sur les blessures, accueillir quand elles sont là, savoir quand elles sont là et savoir ce qu'on en fait au moment où elles sont là, les reconnaître, accueillir ces émotions. Mettre des solutions en place pour avancer dans la vie avec cette souffrance, avec ce syndrome. C'est aussi mourir à soi-même, la guérison, pour renaître et sortir de sa chrysalide. C'est aussi se débarrasser de son ancienne image sociale qui permettra de devenir nous-mêmes et être libres. Parce que quand on n'a pas travaillé sur soi et quand on n'a pas eu la prise de conscience du syndrome du jumeau perdu, on est dans une image sociale parfois de dépressif ou autre, ou de personnes qui ne sortent jamais ou d'insociables, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, on a une image sociale qui ne reflète pas forcément qui on est vraiment. Et la guérison passe par là, par mourir à soi-même, mourir aussi à son ancienne image sociale. C'est aussi se détacher des étiquettes que l'on a pu nous mettre, mais qu'on s'est mis aussi tout seul. Hein. On est grand aussi, on est assez fort aussi pour se mettre nous-mêmes des étiquettes. Hein. Là, je vous le répète, dans cette diapo, prendre vraiment son temps pour se libérer et de nos anciens fonctionnements. Ne pas attendre d'être aimé, mais s'aimer soi-même. D'ailleurs, Balavoine le disait dans une de ses chansons, « Aimer est plus fort que d'être aimé ». D'ailleurs, je l'ai écrit 2 fois. tellement c'est fort, je ne m'en suis même pas rendu compte, je l'ai écrit 2 fois. Donc, n'attendez pas d'être aimé. Aimez-vous déjà vous. Et si vous avez besoin d'amour de l'autre, je vous ai expliqué aussi comment le faire. Travailler le pardon à soi-même. D'avoir pensé qu'on a pu peut-être tuer l'autre. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Travailler sur les parents si besoin, pour retrouver sa place et guérir de ces blessures d'enfant. Lors de mes thérapies de reconnexion d'âme, parce que je fais beaucoup de choses, hein, je vous ai dit que j'allais faire des vidéos pour vous présenter tout ce que je fais. C'est pas toujours évident de me suivre dans tout ce que je fais, mais je fais aussi des séances, et sur 3 séances de reconnexion d'âme. Et il y a aussi dans ces 3 séances retrouver sa place par rapport à ses parents. Ça, c'est important aussi. Revivre le moment, alors ça c'est pareil, je vous ai dit, hein, attention, revivre le moment où le jumeau était présent. Il y a des thérapeutes qui vont peut-être pratiquer ça avec vous. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion, sincèrement. Je pense que ça dépend vraiment de la personne qu'on a en face de nous. Mais revivre le moment où le jumeau était présent et revivre le moment du décès du jumeau pour comprendre les ressentis et les libérer.
Donc ça peut être une bonne technique pour libérer. C'est un petit peu ce que je dis en EFT. Il faut être dans l'émotion pour pouvoir la libérer, sinon elle ne se libère pas. Et aussi dans le traumatisme, il faut être dans le traumatisme pour pouvoir le libérer avec l'EFT. Ça peut être bon pour certaines personnes, mais ça peut être trop d'émotions pour d'autres personnes. Donc, il faudra peut-être passer par plusieurs phases avant d'en arriver là. Et puis pour d'autres, il faudra commencer par ça pour arranger les choses. Donc, je dis bien, attention, ce n'est pas faisable pour tout le monde. Il faut être préparé et surtout être prêt pour faire ça. D'accord? Rentrer en contact avec son jumeau. Donc là, par le biais de médium, pour comprendre qu'il est bien là où il est. Donc, c'est-à-dire sortir aussi de la culpabilité, se pardonner car nous ne sommes pas responsables et pardonner à l'autre aussi d'être parti parce que parfois c'est « mais pourquoi tu m'as laissé ?» Il y a aussi quelque part une culpabilité, mais il y a aussi quelque part « mais pourquoi tu m'as laissé ?» Donc, lui pardonner aussi d'être parti. Comprendre aussi ses réactions corporelles, comprendre vos réactions tactiles ou pas, comprendre votre agoraphobie, votre claustrophobie, vos angoisses, les comprendre. Et donc là, je vous répète, le rituel guérisseur qui est un endroit de recueil ou l'enterrement. Pour conclure cette conférence, les répercussions laissées par un jumeau perdu sont aussi différentes que les gens eux-mêmes. D'accord ? Et ça, je vous l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Selon la famille, il a été éduqué, ou il a été éduqué, ce jumeau survivant, où vous avez été éduqué, les dysfonctionnements seront plus ou moins importants. C'est sûr que si vous avez été dans une famille aimante, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, elle est quand même moins forte. D'accord ? Le jumeau perdu, découvert, peut être considéré aussi comme le diablotin, hein, qui ressurgit, ou l'âme qui va nous guider. Donc, ça peut aussi paraître, mais qu'est-ce que tu viens faire dans ma vie? Là, je suis déjà pas bien. Qu'est-ce qu'on me rajoute en plus une âme de jumeaux perdus? En plus, on m'a laissé tomber alors que j'étais pas encore née. Donc, il peut être considéré aussi comme un diablotin qu'on n'a pas envie de voir. Ça peut aussi être considéré comme ça quand on découvre ce syndrome du jumeau perdu. Ou alors, au contraire, on peut le considérer comme une âme qui va nous guider. Donc, ça peut aussi générer de la colère d'avoir été laissé seul, d'accord, quand on découvre ce syndrome du jumeau perdu. Le jumeau survivant vit toute sa vie dans cet état de choc permanent. Certains sont quasiment coupés de leurs ressentis et présentent des répercussions physiques et psychologiques, donc mécanismes de défense, lutte ou fuite. Il faut vraiment être sûr, quand vous découvrez que vous avez ce syndrome de jumeau perdu, selon comment vous le vivez à l'annonce, à la prise de conscience. Et si vous décidez d'être accompagné, il faut vraiment être sûr d'être accompagné par une personne qui travaille sur ce syndrome, déjà sur elle-même, parce que justement, elle connaît la souffrance. Donc, je vous le répète, hein, le travail peut être long pour comprendre ces dysfonctionnements. Et pour comprendre aussi qu'on a le syndrome du jumeau perdu. Et là, je vais vous dire quelque chose qui est assez réaliste. C'est qu'il arrive qu'on ne guérisse pas, mais on se soulage et on accueille. On accueille et on se soulage par la prise de conscience du syndrome. Donc ça va dépendre de comment vous le vivez. Moi, je l'ai très mal vécu, mais ça dépend. Vous pouvez aussi vous soulager, vous aider pour guérir, même si c'est difficile d'en guérir, sur le travail sur le transgénérationnel, sur le travail sur l'enfant intérieur et le travail sur le deuil. Donc, moi, personnellement, je peux vous aider dans tous ces cas-là, mais vous pouvez voir si vous avez des thérapeutes près de chez vous. Sinon, moi, je peux vous aider par le biais à distance par Skype.
Il y a aussi l'homéopathie qui peut vous aider. Il existe des capsules, pas des capsules, des granules qui peuvent vous aider à dissoudre le choc. Ça ne va pas l'enlever, mais ça peut aussi vous aider. Il y a donc la technique de l'EFT. L'EFT, c'est donc une technique que je pratique aussi, en plus de tout ce que je vous ai dit, mais il faut vraiment que je fasse les vidéos. L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle et ça permet aussi de travailler sur des traumatismes. Donc, l'EFT est une très bonne technique. L'EMDR aussi, donc ça, personnellement, je ne pratique pas. Donc, si vous préférez vous faire aider par quelqu'un qui fait de l'EMDR, ce n'est pas moi qu'il faut appeler. Il y a le soin sur l'aura aussi, les soins énergétiques. Donc là, je peux vous aider par contre sur les soins énergétiques. Par contre, dites-moi bien que vous avez le syndrome du jumeau perdu, que je fasse attention au moment s'il y a besoin de couper des liens lors de votre soin énergétique. Il y a aussi les constellations familiales qui peuvent vous aider. Donc ça, c'est pareil, il ne faut pas m'appeler pour ça. C'est pas mon domaine. Et il y a aussi le biodécodage. Donc ça, c'est pareil, c'est pas mon domaine non plus, mais c'est grâce à cette technique-là, par contre, moi, que je l'ai découvert. Donc voilà, je vais allumer la lumière. Je n'ai pas du tout regardé combien de temps a duré cette conférence, 2 heures, je crois, à peu près. En tout cas, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Je n'y répondrai pas, mais peut-être que je créerai un direct pour donc questions-réponses, que j'organiserai un direct. Si vous avez beaucoup de questions dans les commentaires de cette vidéo, qui permettra justement de créer ce direct et peut-être que vous aurez aussi envie de poser des questions pendant ce direct. Donc ça, tout dépendra effectivement de vos commentaires. Je vous invite à partager cette vidéo, à liker cette vidéo. Ça a été un travail de fou pour moi, mais ça a été aussi pour moi quelque chose de thérapeutique. Le fait d'en prendre conscience, le fait de l'écrire, le fait voilà, ça m'a fait avancer quelque part, de faire cette conférence, de la travailler, de mettre des mois à la faire, même si ça paraît court comme ça, 2 heures, mais en tout cas, pour moi, ça a été des mois de travail, de la lecture, des résumés pour que ce soit clair et pas trop long non plus. Mais en tout cas, ça a été quelque chose pour moi de thérapeutique aussi de le faire. Donc, je vous invite à liker cette vidéo parce que c'est malheureusement, je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Voilà. Je vous invite à liker donc cette vidéo, comme je vous disais, parce que c'est l'algorithme de YouTube qui est comme ça, voilà, pour qu'elle soit vue par le plus de personnes possible, si ça pouvait aider le plus de personnes possible, à partager aussi cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous sentez qu'il y a une personne de votre entourage qui tourne en rond dans ses thérapies. Peut-être qu'elle comprendra aussi son problème, je ne sais pas. Si vous avez besoin de mon aide, j'ai enlevé la diapo, mais vous pouvez me joindre sur ma boîte mail. Et donc, vous savez que je propose 20 à 30 minutes de conversation gratuite avant chaque rendez-vous. Voilà, donc j'ai l'impression que mon image n'est pas très nette là, donc je vais donc arrêter cette conférence. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.